Donc, alors le thème, c'est contrôle social et révolution colorée. Comme tout objet d'analyse, le contrôle social peut faire l'objet d'une typologie et d'une classification. Et on peut d'emblée définir deux grandes sortes de contrôle social qui seront elles-mêmes subdivisées en sous-classes. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'il faut entendre par contrôle social, hein, littéralement, étymologiquement? Il s'agit tout simplement d'une activité de contrôle exercée sur la société. Bon, là j'enfonce une porte ouverte. En fait, tout de suite, il y a une connotation interventionniste. Hein. Contrôle, ça veut dire qu'on ne laisse pas les choses, hein, on n'est pas dans le laisser-aller. Cette intervention sur la société peut prendre de grandes formes. Au fil des siècles et même des millénaires, deux formes donc, ont émergé, hein, une forme de contrôle social qu'on pourrait qualifier de conservateur et une autre forme de contrôle social qu'on pourrait qualifier de progressiste. La première forme, hein, le contrôle social conservateur, est orienté donc vers le passé et la seconde vers l'avenir. L'alternative se formule ainsi, conservation et reproduction d'un ordre social donné, hein, versus changement et transformation d'un ordre social donné. Depuis la préhistoire jusqu'au XVIIIe siècle, le contrôle social conservateur était largement dominant. Hein, c'était pratiquement le seul. Même si, effectivement, l'idée du changement existait déjà, comme nous le verrons tout à l'heure. Le contrôle social conservateur se distinguait entre informel, dans les sociétés sans État, dans les sociétés traditionnelles. Hein, on appelle ça aussi le droit coutumier. C'est en fait tous les us et coutumes, les mœurs qui sont intériorisées intuitivement par l'enfant dès son jeune âge, et qui sont ensuite, qui jouent un rôle de surmoi, hein, un rôle en quelque sorte d'arrière-fond, de toile de fond de l'existence, et qui inhibe le comportement sans même qu'on ait besoin d'en parler. Quand je dis inhibe, c'est dans le sens positif du terme, c'est-à-dire qu'il pose des limites. Hein, et ensuite, progressivement, avec l'apparition des sociétés à État, le contrôle social conservateur, hein, qui reproduit, qui conserve un ordre social donné, est devenu formel. Cette distinction entre informel et formel du contrôle social, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Émile Durkheim. Donc ce contrôle social formel, c'est tout l'appareil, tout l'arsenal juridique, hein, tout le système des lois, qui vient se surajouter aux droits coutumiers, pour ainsi dire, hein, c'est-à-dire aux coutumes, aux traditions, et qui, elles, sont transmises essentiellement par la famille, hein, et par le groupe primaire, essentiellement. Le groupe secondaire étant déjà, lui, en quelque sorte, un prototype de l'État. Hein, c'est-à-dire on n'est déjà plus dans la relation immédiate, tribale, ou familiale, ou la relation primaire de la famille élargie. Donc, le contrôle social conservateur donc, consiste à conserver un système social, hein, c'est-à-dire à le reproduire, donc à lutter contre l'entropie, hein, avec un E, E-N-T-R-O-P-I-E, c'est-à-dire en fait la disparition, tout simplement. Le modèle normatif à suivre, hein, la norme à reproduire, doit être cherchée dans le passé, elle existe déjà. Hein, elle est topique, hein, c'est-à-dire que c'est un topos déjà existant. C'est pas quelque chose que l'on projette, hein, c'est quelque chose que l'on connaît, c'est quelque chose qui existe dans le réel déjà, qui existe physiquement, matériellement, puisque on reproduit ce qui existe, ce qui existait hier, ce qui existe aujourd'hui. On s'appuie donc sur un modèle déjà éprouvé, un modèle qui est déjà testé, expérimenté, et donc qui a fait ses preuves, hein, puisque de fait, il existe. Donc, il n'y a pas besoin d'argumenter. Et qui est donc un modèle qui a fait ses preuves et qui a prouvé qu'il était viable, puisqu'il est arrivé jusqu'à aujourd'hui. C'est la meilleure preuve. Ce contrôle social conservateur consiste donc à faire perdurer à travers le temps, hein, donc pour les humains, ça signifie transmettre, hein, d'une génération à l'autre un modèle d'organisation sociale déjà connu et ayant démontré sa faisabilité et sa viabilité. Donc l'idéal type visé par ce contrôle social est la stabilité, hein, que rien ne bouge, du moins que le cœur du système ne bouge pas. Évidemment, ça peut bouger à la marge. Hein, c'est toujours des choses à améliorer avec ne serait-ce que le progrès technique qui, lui, de toute façon, modifie la société indépendamment de la volonté humaine. Donc les modifications sont évidemment possibles, mais elles ne changent pas le cœur du système.
Est apparue l'idée, hein, au fil des siècles, dans certains cercles intellectuels et dans certaines sociétés de pensée, que le contrôle social pouvait être progressiste et modifier le cœur du système social, hein, et non seulement les marges. Donc c'est le principal héritage, hein, des Lumières et du libéralisme naissant au XVIIIe siècle. Le contrôle social progressiste consiste donc d'emblée à modifier le cœur du système. C'est la grosse différence philosophique. Hein. Donc à la transformer selon une nouvelle architecture, hein, donc à recombiner le cœur du système, à le restructurer, à réécrire la forme générale, hein, de la société. Et si vous touchez au cœur, vous touchez aussi évidemment par cercle concentrique, vous touchez les marges. Donc vous touchez tout en réalité. Là, en l'occurrence, le management parlerait par exemple de conduite du changement. Visant en fait à produire, à amener à transformer par exemple une culture d'entreprise et à la faire bouger, hein, et à fabriquer le consentement aussi au changement. Parce que c'est là la difficulté pour ce contrôle social progressiste. Puisque le modèle à suivre, hein, l'idéal normatif à atteindre doit être réalisé dans l'avenir, hein, il n'existe pas encore. Il est donc utopique au sens littéral du terme, hein, c'est-à-dire qu'il n'appartient encore à aucun topos, donc à aucun lieu du monde. Il n'existe pas encore. Donc, si je résume, le contrôle social conservateur reproduit un ordre qui a fait ses preuves. Le contrôle social progressiste, lui, change un ordre qui a fait ses preuves pour aller vers un autre ordre estimé encore meilleur, mais qui n'a pas fait ses preuves, par définition, puisqu'il est visé, hein, c'est un horizon. C'est aussi ce qu'on peut appeler une révolution, quand ça touche le cœur du système, évidemment. Donc le système B qui est visé est placé au-dessus, hein, du système A, où nous sommes déjà. Il s'agit de passer d'un système A à un système B et de fabriquer le consentement à ce passage. Comment le faire? Comment réaliser finalement comment fabriquer ce consentement? Il faut parvenir à péjorer évidemment le système A qui pourtant a fait ses preuves. Ça, c'est toute l'astuce qui doit être élaborée. Alors ça peut être par la haine de soi, hein, par l'altruisme totalitaire, l'altruisme obligatoire, hein, s'occuper des gens qui sont à l'autre bout du monde avant de s'occuper de soi. Le contrôle social progressiste consiste donc en fait à augmenter l'incertitude et le désordre du système A, celui qui a fait ses preuves, hein, qui existe déjà, autrement dit à déstabiliser le système A, à révolutionner, hein, et avec en perspective d'aller vers un système B qui est postulé comme établissant un ordre supérieur. Donc le problème, c'est ça, c'est que cet ordre supérieur, postulé par le contrôle social progressiste, vise un modèle qui n'existe pas encore, donc c'est un modèle spéculatif, c'est un modèle purement mental, en fait, hein, hypothétique, dirons-nous même, donc utopique, hein, qui n'a pas encore fait la preuve de sa viabilité, ni même de sa faisabilité. Ce saut dans l'inconnu induit nécessairement de la méfiance dans la population. Cette méfiance, évidemment, pour les partisans, hein, de ce nouveau système, du contrôle social progressiste, cette méfiance oblige à développer des stratégies de contournement de la méfiance, voire des stratégies de retournement de la population. Donc ça consiste à fabriquer le consentement. Autrement dit, des stratagèmes. Hein, et ça, c'est pas nouveau, hein, les Chinois en parlaient déjà, c'est Sun Tzu, c'est très ancien. Et donc des stratagèmes qui vont permettre de prendre le contrôle justement des relations de confiance et de méfiance. C'est-à-dire qu'il faut faire baisser la méfiance vis-à-vis du système que l'on vise, ce système B, et il faut au contraire donc faire monter la confiance. Par effet de vase communicant, il faut faire monter la méfiance vis-à-vis du système A que l'on veut quitter, qui pourtant a fait ses preuves. C'est toute la perversion du mécanisme qu'on peut qualifier de révolutionnaire. C'est-à-dire qu'il faut réussir à faire avaler que ce qui marche, finalement, ne marche pas. Vous voyez, c'est vraiment l'astuce. Hein. Donc il faut réussir à prendre le contrôle des relations donc, de confiance et de méfiance, voire même d'indifférence, hein, dans certains cas, afin de réécrire la structure sociale en contournant les conservatismes, en réussissant en fait à faire monter la méfiance vis-à-vis de ce qui a fait la preuve de sa viabilité, de sa faisabilité. C'est le caractère monstrueux, hein, de cette fabrique du consentement au progrès. Et ça, c'est toujours Durkheim qui l'a... Non, c'est...
Alors là, en fait, là, je vous introduis à l'ingénierie sociale. C'est-à-dire, en fait, l'ingénierie sociale qui consiste à prendre le contrôle des relations de confiance, d'indifférence et de méfiance. Et à jouer avec. Et à faire monter ces types de relations à volonté. Hein. Vous voyez comme les... dans les studios d'enregistrement musical, il y a des boutons, on peut faire monter le son, faire monter les aigus, etc. Donc il faut se placer, se voir un peu comme quelqu'un dans un studio qui fait monter la méfiance entre deux parties de la société, qui fait monter la confiance vis-à-vis de soi, évidemment, et, ou l'indifférence, hein, parfois. Parce que faire monter l'indifférence par rapport à soi-même, parfois, ça peut permettre aussi de faire avancer son propre projet. Hein, c'est-à-dire un projet qui sera perçu négativement, mais si on arrive à justement faire monter l'indifférence, bon, bah, les gens regardent ailleurs. Hein, et vous avancez derrière une tâche aveugle. Alors je décris tout ça, toutes ces méthodes dans ce petit livre, Gouverné par le chaos. Ça c'est la deuxième édition de 2014. Bon, si vous voulez en savoir plus hein, dans le détail en fait hein, sur toutes ces méthodologies, c'est un peu, je passe en revue sur une centaine de pages. Hein, je fais un inventaire de toutes les techniques d'ingénierie sociale et avec une préface où je présente les choses de manière encore ramassée sur 15 pages. Donc tout ça, ça consiste à faire aller les gens d'un point A qu'ils connaissent à un point B qu'ils n'ont jamais testé et qu'ils ne connaissent pas. Hein, ça peut se traduire de la manière suivante, hein, c'est comment donner le goût de l'aventure en quelque sorte, voir, comment faire aimer le saut dans l'inconnu, hein, comment pousser autrui à prendre des risques. Et tout ça, en fait, c'est possible en donnant le sentiment que c'est normal et que c'est naturel. Et même que l'envie vient de vous, que vous aimez prendre des risques, vous aimez sauter dans l'inconnu. Alors ça, c'est une technique justement d'ingénierie sociale, hein, c'est la naturalisation. La naturalisation de choses en fait qui sont pas du tout naturelles. Spontanément, je veux dire, le mammifère moyen, hein, ou l'être humain moyen, n'aime pas du tout le saut dans l'inconnu. Hein, je veux dire, on aime bien son territoire, on le connaît justement. Hein, faut regarder un peu du côté de la sociobiologie. Et ensuite, on progresse lentement. Hein, je veux dire, la manière dont les animaux, même dont les êtres humains construisent leur territoire, c'est toujours extrêmement lent. Là, il s'agit d'abandonner son territoire. Enfin, l'ingénierie sociale vise à vous faire abandonner votre territoire pour aller quelque part que vous n'avez, enfin, dans un autre lieu que finalement qui n'a jamais encore été testé. Il faut en fait vous déterritorialiser, hein, comme dirait Deleuze et Guattari, hein, les deux grands penseurs du gauchisme en France. Il faut donc vous déraciner. Déjà mentalement, pour ensuite vous déraciner physiquement. Donc l'ingénierie sociale, c'est un travail de fabrique du consentement au déracinement. Une fois que le déracinement est consenti psychologiquement, bon, ce sera beaucoup plus facile de le réaliser physiquement. Hein. Donc s'il s'agit de conduire le changement en faisant accepter le changement, ça peut se faire en infligeant des chocs, hein, évidemment. Hein. Bon, j'avais fait une conférence l'an dernier intitulée « Des drames pour modérer l'opinion publique », puisqu'il s'agit de ça, il s'agit de prendre le contrôle de l'opinion publique. L'ingénierie sociale, alors, il y a un volet individuel, mais bon, pour l'essentiel, c'est un travail sur les masses. Après, bon, je vous montrerai l'articulation entre l'individu et la masse, mais bon, pour l'essentiel, c'est quand même un travail de recombinaison, de reconfiguration des masses, des équilibres au sein des grandes tendances d'une société. Il s'agit donc de tutorer le développement de la société dans un sens ou dans un autre. Hein, l'expression de contrôle social fait également écho à la notion de cybernétique, qui a été définie en 3 phases, étalée sur plus de 2000 ans, puisque bon, ça commence avec Platon, hein, donc 428-348 avant Jésus-Christ, qui est l'inventeur du terme et qui lui donne le sens de gouvernail permettant le pilotage d'un bateau et par extension le pilotage des hommes qui sont dans le bateau. Hein, donc les bases d'une approche systémique, les prémices d'une approche systémique qui intègre les sujets et les objets dans un même ensemble sont posées. C'est dans Les Lois, dans son livre intitulé Les Lois, au chapitre 12, au livre 12, qu'il écrit à propos de la kubernetike, en grec, n'est-ce pas à la fois le pilote et les matelots, dont les sens s'unissent à l'intelligence du pilote, qui se sauvent eux-mêmes en même temps que le vaisseau.
Alors là, c'est une tendance perverse hein, du contrôle social, de l'ingénierie sociale, de la cybernétique en général. C'est la réification des sujets hein, qui se retrouvent un peu alignés sur l'environnement, qui finalement sont des morceaux d'environnement comme les objets. Et qui se sont agglomérés dans un système unique hein, sur un pied d'égalité avec les objets. Ce qui donne aujourd'hui, par exemple, cette idée folle du droit des robots. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais en fait, il y a des juristes. Hein. Là, il y a 2 semaines, il y avait un colloque sur le transhumanisme sur l'île de la Cité, là, au Palais de Justice. Bon, j'y suis allé. Un ami, d'ailleurs, un ancien du FN, Dominique Joly, qui était responsable du Val-de-Marne, qui m'a passé un coup de fil pour me dire tiens, je suis sûr que ça va t'intéresser. On s'y est retrouvés. Et puis, effectivement, des juristes parlent sérieusement d'accorder la personnalité juridique à des robots ou à des intelligences artificielles. Alors des robots humanoïdes, quelque part, on peut se dire, bon, ils sont censés nous ressembler un peu, ils ont 2 bras, 2 jambes. Mais ça peut être aussi à des intelligences artificielles, c'est-à-dire en fait des programmes. Donc là, il n'y a même plus de forme humanoïde à laquelle on pourrait éventuellement s'identifier de loin, comme l'enfant aime bien son jouet, enfin son nounours, quoi, qui a une forme humanoïde. Donc ensuite, alors après Platon, au début du 19e siècle, 2 scientifiques français font avancer la réflexion, hein, André-Marie Ampère, 1775-1836, qui reprend la notion de cybernétique dans le sens du gouvernement politique, hein, donc dans le sens de Platon, puis ensuite Nicolas Sadi-Carnot, qui formule en 1824 le second principe de la thermodynamique, un des deux grands principes de la conservation et de la transformation de l'énergie, avec donc les 2 notions centrales en cybernétique d'entropie et de négantropie, avec des E. Hein, donc l'entropie, c'est effectivement la dissolution des formes, la négantropie, au contraire, c'est la structuration. Bon, je résume à grands traits, hein, je ne peux pas rentrer dans le détail. Au XXe siècle, et en particulier, c'est dans la seconde moitié, on voit aboutir l'apogée de la vision cybernétique du monde. Donc c'est pendant et après la Deuxième Guerre mondiale que le mathématicien américain Norbert Wiener travaille pour l'armée sur les systèmes balistiques d'autocontrôle et d'autorégulation via des boucles de rétroaction, hein, donc on appelle feedback, blowback, en français, choc en retour, effet de recul. Donc la capacité de traiter l'information venant de l'environnement, et non pas seulement d'émettre de l'information vers l'environnement, est la propriété des systèmes dynamiques, hein, vivants ou non vivants, c'est-à-dire les systèmes adaptatifs, hein, qui s'adaptent à leur environnement, hein, comme les thermostats par exemple, qui prennent la température hein, de l'environnement et qui modifient la température, c'est-à-dire l'information qu'eux-mêmes diffusent dans l'environnement, en fonction de l'information traitée qui, elle, vient de l'environnement. C'est pour ça qu'effectivement, quelque part, en fait, cette capacité de traiter de l'information et ensuite de la rendre, hein, c'est-à-dire de mettre en place une boucle hein, qui produit l'impression qu'il y a une intériorité de la machine, hein, puisque la machine en l'occurrence un thermostat par exemple, bon, ça ne ressemble pas du tout à un être humain, mais ça fonctionne en réalité au niveau, je dirais, du principe de base, ça fonctionne comme un être vivant. C'est-à-dire que ça intériorise de l'information et ça en extériorise. C'est le système de base, en fait, en théorie de l'information, input-output. Voilà, donc je ne me contente pas de recevoir de l'information, hein, et je ne me contente pas d'en donner. Alors, voilà, c'est ça qui produit cette illusion chez certaines personnes que des systèmes non vivants pourraient accéder à la personnalité juridique. Parce qu'en fait, on peut interagir avec eux et ils interagissent avec leur environnement. Donc tout ça en fait pose les bases ensuite de la systémique, hein, de la théorie des systèmes, hein, inventée par Ludwig von Bertalanffy et Ilya Prigogine, qui sont vraiment les pères fondateurs de la systémique ou théorie générale des systèmes. Ensuite, en 1949, Claude Shannon et Warren Weaver publient un ouvrage à 4 mains, fondateur de la théorie générale de l'information, qui s'appelle la théorie mathématique de la communication. Ces 2 auteurs proposent une définition synthétique et interdisciplinaire de l'information. L'information est la réduction de l'incertitude. Bon, ça, c'est un coup de génie hein, de la part de ces 2 physiciens qui arrivent à produire une définition de l'information qui peut aller de l'école de journalisme, hein, en fait, jusqu'à la physique, jusqu'aux sciences dures, quoi, comme on dit.
Et sur cette base, et aussi, bon, ça concerne aussi, ça touche aussi la psychologie, hein, puisque un bourgeon de la théorie de Shannon et Weaver est apparu, qui s'appelle la théorie de la réduction de l'incertitude dans la communication interpersonnelle, de Charles Berger et Richard Calabrese, qui ont écrit un livre fondateur de cette nouvelle discipline en 1975. Donc la cybernétique sociale s'est enrichie au XXe siècle de divers apports. Donc les conférences Macy qui ont réuni des chercheurs de différentes disciplines entre 1942 et 1953, qui allaient donc des mathématiques et donc de la cybernétique telle que Norbert Wiener l'a inventée, jusqu'aux sciences humaines et sociales. Et avec donc des applications dans le champ militaire. Alors ça, il y a un auteur très peu connu, mais qui est, à mon avis, qu'il faut absolument étudier. C'est quelqu'un comme c'est David Price, hein, qui a étudié justement les applications militaires, la militarisation des sciences sociales. Parce que il faut savoir que la cybernétique inventée par Norbert Wiener a été tout de suite repérée, bon évidemment, puisque de toute façon il travaillait avec le Pentagone déjà à l'époque, sur les systèmes d'armement, et tout de suite le Pentagone a estimé qu'il fallait classer la cybernétique dans secret défense. Donc il y a eu tout de suite une approche, enfin vraiment extrêmement... Enfin le pouvoir, en fait, le pouvoir s'est tout de suite approprié cette discipline, parce qu'il a compris immédiatement que ça permettait effectivement d'agir très concrètement dans le monde, dans un sens très offensif. Donc toute cette approche s'est enrichie donc aussi de l'école de Palo Alto, des recherches de l'Institut Tavistock sur la dynamique des groupes, Kurt Lewin par exemple, qui a beaucoup étudié les traumatisés de guerre, hein, tous les effets des chocs, hein, c'est-à-dire les traumatismes, les syndromes post-traumatiques suite notamment aux blessés de Verdun, par exemple, en 14-18. Hein, il a eu accès à un certain nombre comme ça d'individus qui enfin, des gueules cassées, tout ça, des blessés, des gens qui avaient survécu à des bombardements extrêmement violents ou à des assauts, hein, de l'ennemi qui sortaient de leurs tranchées, qui venaient vous attaquer. Et donc, en fait, bon, Kurt Lewin s'est beaucoup intéressé à tout ce qui concernait le traumatisme, avec ensuite des applications, hein, dans la société civile. Il faut le savoir quand même. C'est pour ça qu'effectivement, bon, je me suis intéressé à tout ça et que j'ai appelé ça ce livre Gouverné par le chaos. C'était un peu aussi un clin d'œil, hein, au livre de Naomi Klein, hein, La stratégie du choc. Où Naomi Klein est une chercheuse canadienne qui a travaillé, enfin qui s'est fait connaître avec son livre No Logo dans les années 90, qui est un livre sur le mouvement anti-pub et altermondialiste. Et ensuite, elle a écrit un livre qui, à mon avis, est encore plus important, qui s'appelle La stratégie du choc, où elle met en parallèle toutes les recherches sur le mind control, hein, c'est-à-dire la transformation de l'esprit d'autrui par les chocs. Et elle met ça en parallèle avec notamment la thérapie de choc, hein, que les pays de l'Est ont subi juste après la chute du communisme, quand un certain George Soros s'est intéressé à ce terrain de jeu en fait, qui venait de s'ouvrir, et où il est arrivé avec toutes les différentes branches de ses fondations pour prendre le contrôle de l'économie de ces pays. On a appelé ça la thérapie de choc, ça a été appliqué notamment en Géorgie, ça a été appliqué en Pologne, dans divers pays, avec des résultats plutôt désastreux. Donc bon, ça m'amène progressivement sur donc un personnage dont je vais vous parler, hein, qui s'appelle George Soros. Alors là, c'est un livre à 3 auteurs. Enfin, c'est surtout Pierre-Antoine Plaquevent qui a écrit l'essentiel du texte. Moi, j'ai fait la postface, et puis donc Xavier Moreau, que vous connaissez peut-être, a écrit la préface. Un livre que je vous recommande évidemment, hein. N'hésitez pas à vous le procurer. Donc ce monsieur que vous connaissez peut-être, hein, est l'un des principaux, je dirais, praticiens, peut-être pas théoriciens, mais praticiens de ce qu'on appelle l'ingénierie sociale. Sur la base de sa fréquentation d'un intellectuel, pour le coup un vrai, hein, qui s'appelle Karl Popper, qui est un des fondateurs de l'épistémologie, c'est-à-dire la philosophie de la science, hein, c'est-à-dire le retour critique, l'analyse critique de la recherche scientifique. Et ça a été le professeur de George Soros, son mentor en quelque sorte, hein, et notamment George Soros lui a repris la notion de société ouverte.
Il a appelé donc sa fondation qu'il a créée dans les années 80 Open Society Foundations. Pourquoi? Parce que Karl Popper a écrit un livre, son livre le plus connu, publié en 1949, qui s'intitule La société ouverte et ses ennemis. Qui part d'une bonne intention, hein, d'une bonne intention, c'est-à-dire une intention critique vis-à-vis des systèmes totalitaires qui venaient de tomber, comme le nazisme, le fascisme, ou qui étaient encore en place, comme le communisme. Et donc Karl Popper s'érige contre ces formes de société qu'il appelle fermées, à raison, et il chante les louanges de la société libérale ouverte. Ensuite, George Soros, on a tiré une application caricaturale. Hein, c'est-à-dire que, en fait, là où, effectivement, Karl Popper parlait de deux formes d'ingénierie sociale, une ingénierie sociale utopique qui lui paraissait être la caractéristique justement des totalitarismes qui veulent tout changer, hein, ce contrôle social progressiste dont je parlais tout à l'heure. Il opposait à cette ingénierie sociale utopique une ingénierie sociale plus modeste, hein, c'est-à-dire qu'on pourrait qualifier de réformiste tout simplement, c'est-à-dire avec des applications locales et ponctuelles. George Soros, lui, s'est tout de suite engagé dans une application, on pourrait dire totalitaire, hein, de cette doctrine, de cette vision du monde, avec donc la promotion d'un type de société uniquement ouverte et avec interdiction de pouvoir de temps en temps quand même refermer la porte, hein, avec tous les effets qu'on peut voir, notamment puisqu'on sait qu'effectivement George Soros est un des principaux parrains du Parlement européen et qu'il arrose en fait un certain nombre comme ça de députés européens. Alors, pas dans les groupes de l'ENL par exemple, certainement pas, hein, puisque ça c'est le groupe auquel appartient le Rassemblement National. Bon, ça évidemment c'est l'ennemi, hein, et donc ça va être d'autres groupes, hein, qui seront plutôt considérés comme progressistes, hein, puisque c'est le vocabulaire aujourd'hui qui a été mis à l'honneur par Macron, donc qui voit un affrontement entre les populistes et les progressistes. Donc c'est manifestement, c'est là on voit en fait comment un corps de doctrine commence à se constituer, hein, enfin du moins un affrontement entre deux visions du monde. Une vision du monde qui doit aller vers l'abandon de toute forme de limite, de toute forme de frontière, hein, c'est-à-dire une société ouverte obligatoire, qui finalement, en quelque sorte, c'est paradoxal, hein, c'est-à-dire que c'est une société ouverte obligatoire. On n'a pas le choix, quoi. Est-ce que c'est vraiment si ouvert que ça, puisque finalement les gens qui n'ont pas envie, hein, d'aller vers cette société ouverte obligatoire sont forcés malgré tout, hein, d'y aller. Donc on n'est plus dans l'ouverture là, on est vraiment dans la coercition. Mais ça fait partie de ces nombreux paradoxes, hein, qui viennent parasiter, qui viennent polluer, qui viennent en quelque sorte, induire de la dissonance cognitive permanente dans nos vies, hein, puisqu'on nous parle sans arrêt effectivement d'ouverture à l'autre, hein, mais le problème c'est ça, c'est que c'est une ouverture sans condition. Donc qui n'est absolument pas pragmatique, qui n'est absolument pas réaliste, qui n'a pas été testé, enfin qui n'est pas viable, qui n'est pas faisable, hein, et qui s'inscrit dans cette forme de contrôle social dont je parlais tout à l'heure, hein, de type progressiste, et toujours dans le même sens. Le contrôle social conservateur qui se contente finalement de reproduire une forme sociale testée, vue et approuvée, puisque de fait elle existe déjà, ce qui est la meilleure preuve, hein, pas besoin de grand blabla, le fait qu'une chose existe prouve, de par son existence, de facto, qu'elle est viable et faisable. Voilà. Et c'est précisément la viabilité et la faisabilité qui sont considérées aujourd'hui comme des problèmes par l'idéologie dominante, hein, par le politiquement correct et par donc cette idéologie dominante de la société ouverte. Donc l'ingénierie sociale aujourd'hui, c'est quoi? Donc c'est ce contrôle social progressiste, hein, mais dogmatique, hein, qui en fait ne tolère aucune contradiction et qui finalement s'avère particulièrement fermé en réalité. Quand on le teste, hein, il suffit de parler avec des gens qui se disent ouverts, et qui le revendiquent, hein, en réalité ils ne vous écoutent pas du tout. Et ils estiment que que c'est vous qui êtes fermé. Moi, j'ai eu un parcours à l'extrême gauche. Premièrement, on s'y ennuie terriblement parce qu'on n'a pas le droit de sortir du dogme.
Et en fait, je me suis rendu compte qu'à l'extrême droite, ce qu'on appelle l'extrême droite, il y a beaucoup plus de liberté de penser, beaucoup plus de tolérance en réalité, parce que j'ai fait les deux, hein, je suis allé de l'ultra à gauche à l'ultra droite. J'ai tout fait en fait, j'ai même une période centriste. En fait, un peu par élimination, je dirais. Enfin, oui, non, c'est. Jeune, très jeune. Pas tant que ça, parce que bon, c'est aussi un peu parce enfin, on va là où il y a une porte ouverte, voilà, on rentre, on cherche des amis, on se dit bon, qu'est-ce que je vais faire samedi soir, je vais pas rester devant la télé. Bon, à un moment, il y avait la mode des squats à Paris, c'était maintenant au début, ça fait bientôt 20 ans. Bon, bah voilà, je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui fait, je sais pas quoi, une exposition d'art contemporain dans tel squat, j'y vais, et puis voilà, bon, de fil en aiguille, on se retrouve en fait à se socialiser dans des milieux dans lesquels on n'avait pas prévu d'aller au départ. Bon, et puis il n'y a rien d'autre en fait. Enfin, on n'a pas accès à d'autres milieux. Donc on reste là-dedans pendant quelques années en se disant, bon. Enfin, en étant un peu mal à l'aise, en se disant bon oui mais c'est mieux que rien, ça me permet quand même de voir un peu de monde. Et puis au bout d'un moment, bon en fait, on se dit c'est plus possible. Enfin, je m'emmerde quoi. Enfin, c'est mon expression, mais il y a vraiment rien. Et puis en plus de toute façon, leur vision du monde, elle est parfaitement intolérante en réalité. Et puis après, donc, on a d'autres opportunités. Alors, bon, quand Égalité et Réconciliation s'est lancé, ça a permis de faire des jonctions, parce qu'il y avait des gens qui venaient de la gauche, comme moi, au niveau de mon mode de socialisation, mais finalement pas dans ma tête, qui ont pu rencontrer des gens qui venaient de l'ultra-droite, comme Serge Ayoub, par exemple, enfin, le chef des skinheads, là. Puisqu'au début, en fait, les premières réunions de ER se faisaient dans le bar de Serge Ayoub, qui était ouvert rue de Javel. Donc là, je suis allé là, j'ai commencé à discuter avec des skinheads, avec des gens qui... était de ce qu'on appelle de l'ultra-droite. Et en fait, c'était beaucoup plus agréable, beaucoup plus enrichissant, et beaucoup plus sympathique, et il y avait beaucoup moins de fermeture. En fait, c'était beaucoup moins cadré, beaucoup moins cadenassé, si vous voulez. On pouvait parler de tout sans être obligé de contrôler sa propre expression, et sans être obligé de faire de l'autocensure en permanence. Donc voilà, bon bah après ça permet effectivement de changer de milieu, hein, puis d'abandonner celui où finalement on se sentait corseté pour aller vers des gens normaux, quoi. Donc c'est et voilà, et puis donc au bout d'un moment en fait on commence à rencontrer à fréquenter des gens un peu de tous les milieux, hein, de toute façon. Mais c'est vrai que bon, on voit que la gauche, hein, l'extrême gauche, l'ultra gauche, en fait, se radicalise, hein, et se ferme de plus en plus. Hein, c'est vraiment, là, alors qu'il ne parle que d'ouverture à l'autre. Mais c'est une ouverture dogmatique. On n'a pas le droit de dire non. On n'a pas le droit de se fermer en fait, ils ne sont pas ouverts. En fait, à notre ouverture. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, donc, et alors l'ingénierie sociale telle qu'elle est comment dire, soutenue, développée par Soros notamment, aboutit en fait, enfin c'est pas qu'elle aboutit, c'est qu'en fait elle est accompagnée, hein, par tout ce qu'on appelle toutes les disciplines du type management, marketing, et qui en fait accompagne, hein, cette idéologie de la pensée unique, hein, cette espèce de politiquement correct qui nous empoisonne et qu'on retrouve notamment dans le monde du travail, qui en fait sous couvert, hein, d'améliorer les choses, passe son temps finalement à les casser et à les détruire. Ce qu'on appelle la conduite du changement, en règle générale, ça consiste, alors on appelle ça aussi du team building, hein, parfois, enfin, c'est-à-dire ça consiste à construire de l'esprit d'équipe, mais en fait ça construit rien du tout, parce que c'est pas fait pour, fondamentalement. Le but c'est pas de construire de l'esprit d'équipe, c'est de vous obliger à en fait accepter. Enfin, c'est de construire du conformisme en réalité. Donc, c'est pas de l'esprit d'équipe, c'est du conformisme. Ce qui n'est pas la même chose. Notamment à cette fin, il existe des formations, par exemple, parfaitement ridicules. Bon, ma femme est obligée d'y passer. C'est, par exemple, des séances d'escape game. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, où en fait on est censé donc construire de l'esprit d'équipe, hein, avec donc les collègues avec lesquels on est au bureau.
Alors, dans un contexte qui s'appelle donc le escape game en anglais, c'est un jeu de, je sais pas comment dire, un jeu où il faut s'échapper. Alors ça, c'est en plein boom en ce moment, en plein développement. Il s'agit donc de trouver son chemin dans un labyrinthe, enfin c'est un peu comme à la fête foraine là, enfin je sais pas, le palais des fantômes là, enfin tous les trucs, et c'est parfaitement infantilisant et c'est parfaitement ridicule mais c'est le but en fait. Le but c'est de casser votre individualité en réalité pour pour vous faire vous adapter en fait, pour vous faire tout accepter, en fait. Le but, c'est ça, fondamentalement. C'est pas de vous... Parce que pour créer l'esprit d'équipe, il suffit de laisser les gens travailler ensemble. Et au bout d'un moment, quand on commence à connaître les gens, parfois même on va boire un café après le boulot et puis on commence à devenir un peu intime si on en a envie. Mais en fait, les choses se font spontanément. Vous voyez, enfin, il n'y a pas besoin d'en rajouter et de prendre en charge, enfin, de fabriquer de l'esprit d'équipe artificiellement avec des espèces de jeux infantilisants qui ressemblent en fait à des espèces de trucs de fêtes foraines qui sont parfaitement ridicules. Donc en fait, bon, c'est pas, et ça, en fait, ça n'améliore rien concrètement dans la qualité du travail. Le résultat est nul. Et donc à partir de là, on voit bien que c'est pas fait pour ça. De fait, le résultat n'est pas là. Et donc, c'est... Mais malgré tout, ça continue. Bon, c'est parce que ça génère du fric aussi, c'est essentiellement ça. C'est-à-dire que les entreprises payent des forfaits et puis voilà, ils vont avoir 2 sessions d'escape game. Et puis, si vous n'y allez pas, votre supérieur hiérarchique enfin, va noter ça sur un papier et puis ce sera mauvais dans votre carrière. Donc les gens se sentent obligés d'y aller, de participer à ça, c'est pour ça que ça marche. Parce qu'en fait, il y a un coup de... Comment dire ça, entre la carotte et le bâton, en fait, bon, bah voilà, je veux dire, parfois on avance, c'est comme ça qu'on avance. Et effectivement, il y a tout un... Enfin, en fait, ce sont des méthodes de rétorsion qui avancent masquées derrière une apparence décontractée où tout le monde doit se tutoyer. Et en fait, le management, fondamentalement, aujourd'hui, c'est ça. Et il n'y a rien de plus déprimant et déshumanisant. C'est aussi pour ça qu'à une époque, je fais du syndicalisme, parce que je subissais ce type de management, justement, sur mon lieu de travail. C'est non seulement, en fait, on vous met sous pression psychologique, mais on vous demande de dire que tout va bien et de sourire à des gens qui, effectivement, vous méprisent. Mais vous méprisent en vous tutoyant. Alors c'est extrêmement visqueux tout cet univers parce que c'est très difficile de revenir sur des bases saines. Les bases saines, c'est-à-dire qu'avec votre chef, vous vous voyez, surtout si vous ne vous connaissez pas. Et là, en fait, il y a une distance minimum qui est établie et qui vous permet de dire non. Mais de dire non, je dirais, de manière saine et naturelle. C'est-à-dire, vous pouvez effectivement dire non dans le bureau en face, mais quand on est dans le tutoiement, c'est beaucoup plus difficile de dire non. Et dans les embrassades en plus. Et oui, voilà, éventuellement, oui. Ouais, ouais. Donc l'ingénierie sociale consiste effectivement à prendre un groupe et en fait à le déconstruire et à le reconstruire. C'est de la démolition contrôlée. Donc c'est voilà, oui, faut voir ça. Enfin, c'est vraiment de l'ingénierie. Comme on parle d'ingénierie dans le BTP ou comme on parle d'ingénierie génétique par exemple, ça consiste en fait à bidouiller le code génétique, l'ingénierie génétique. Là, en fait, on va bidouiller le code épigénétique d'un groupe donné pour le réécrire, pour produire de nouvelles interactions. Il s'agit de modifier en fait le système A pour le faire aller vers un système B, c'est-à-dire quand ça s'applique à un groupe social, ça consiste en fait à modifier les interactions entre les individus. Donc modifier la structure des relations. La structure, c'est quoi? C'est une relation stabilisée entre divers objets ou divers sujets. Une structure, c'est par exemple quand vous regardez une constellation la nuit dans le ciel, vous voyez une structure se dégager parce qu'il y a une relation stabilisée, en fait une distance entre les étoiles qui fait un petit dessin et ça ne bouge pas. C'est ça une structure. Déstructurer, ça veut dire en fait éclater la relation stabilisée. Enfin, ça veut dire déstabiliser la relation. Donc l'ingénierie sociale, c'est ça, c'est l'art de déstabiliser les relations dans un groupe social pour en fait le réécrire selon une nouvelle forme, donc une nouvelle restabilisation.
Et c'est donc la démolition contrôlée, mais aussi furtive des groupes sociaux, parce que évidemment les groupes, si vous leur dites, écoutez, je vais vous détruire et je vais vous transformer, il y a de fortes chances que le groupe dise non. Non, non, parce que en fait, nous, a priori, ça marche là. Enfin, je veux dire, nous avons déjà testé les interactions que nous pratiquons et ça marche. Mais le but, en général, de l'ingénierie sociale, c'est pas de... Vous savez, comme on dit, on ne change pas une équipe qui gagne. Ben justement, le management, en général, l'ingénierie sociale, ça consiste à changer une équipe qui gagne. C'est aussi bizarre que cela puisse paraître. Le but, c'est pas que ça marche, en général. C'est pas ça du tout. Et pour parvenir à cela, donc en fait, alors la première étape historique de l'ingénierie sociale apparaît dans les années 1920 sous le terme de planification, et ça apparaît simultanément des deux côtés de l'Atlantique, donc chez les soviétiques, mais aussi dans le monde capitaliste, c'est-à-dire en fait dans les agences de publicité de Madison Avenue à New York, qui... alors oui, là, il y a aussi un livre, je n'ai pas pensé à le ramener, là, c'est Stuart Ewen, La Société de l'Indécence, qui est donc un chercheur américain spécialisé dans l'histoire de la publicité, et qui montre en fait comment, à partir des années 20, les publicitaires commencent à prendre le pouvoir sur les industriels, en fait, dans le registre de la production capitaliste, et envisagent de finalement adapter la société au marché. Et donc, en fait, alors que bon, normalement, spontanément, c'est plutôt le contraire, on va adapter le marché à la société, mais là, en fait, bon, voilà, une idée apparaît, et ce qui suppose effectivement de développer tout un tas de plans, du type plan quinquennal, quoi, comme les soviétiques le faisaient de leur côté. Comment s'appelle le livre Alors, la société de l'indécence, Stuart, S-T-U-A-R-T, comme Marie, Ewen, E-W-E-N. Et j'ai fait enfin, quand on l'a réédité, je fais une nouvelle préface, je fais une préface en fait tout court, parce qu'il y avait déjà une préface à la première édition, et j'en ai rajouté une. Voilà. Donc que vous trouverez aux éditions de Retour aux sources, comme ce livre sur Soros. Voilà, donc le premier moment historique de l'ingénierie sociale, c'est la modification d'un donné, et le deuxième moment historique de l'ingénierie sociale, c'est la furtivité, qui se développe à partir des années 90 dans le champ du piratage informatique. Donc l'auteur phare sur ces questions-là, c'est un pirate informatique qui s'appelle Kevin Mitnick, qui est devenu ensuite, qui a été repéré, évidemment, qui a fait un peu de prison, et qui ensuite a été retourné plus ou moins, qui est devenu consultant en sécurité des systèmes, et qui a écrit 2 livres, L'art de la supercherie en 2002 et L'art de l'intrusion en 2005, et qui a développé une méthode de piratage sans faire une seule ligne de code informatique, mais en piratant le facteur humain, qui est le maillon faible. Et qui donc a développé toute une méthodologie qu'il a appelée ingénierie sociale également, puisque, bon, quelque part, ça consiste aussi à recomposer, à refaçonner un système en ajoutant une couche de furtivité. En s'appuyant sur 2 principes fondamentaux, qui sont l'usurpation d'identité et l'abus de confiance que cela permet. Donc tout ça mis bout à bout, c'est-à-dire la furtivité, l'usurpation d'identité, l'abus de confiance, plus le premier moment historique dont je vous parlais, qui a été théorisé par Karl Popper et développé par George Soros, tout ça mis bout à bout, ça aboutit finalement à l'environnement psychosociologique dans lequel nous vivons, qui est une véritable entreprise de transformation furtive, c'est-à-dire que jamais les choses ne sont dites clairement. C'est-à-dire que nous sommes victimes, en France, mais pas qu'en France, dans d'autres pays, d'un vaste plan, d'un vaste programme d'ingénierie sociale, selon cette définition qui est la mienne. J'arrive un petit peu à la fin du processus. Donc l'ingénierie sociale étant la transformation furtive d'un sujet social, individuel ou groupal.
Donc c'est ça c'est là-dedans que nous baignons. Alors il y a donc des pays qui sont en avance, enfin qui sont même des laboratoires, hein. Donc l'Ukraine aujourd'hui est un pays laboratoire de cette ingénierie sociale conduite par des gens comme Soros, mais aussi par une myriade d'inconnus, hein, qui travaillent à la CIA, qui travaillent dans les services secrets, qui travaillent dans les boîtes de consulting, qui travaillent qui sont des policy makers, hein, donc des faiseurs de politique, et qui sont parfaitement inconnus du grand public, hein, qui sont en fait dans ce qu'on appelle l'état profond, ou qui sont le terme générique, hein, pour les désigner, c'est des consultants. Voilà, donc, et en fait, à partir des années 90-2000, les États-Unis, enfin tout le monde anglo-américain, a envoyé comme ça des nuées, des myriades de consultants pour inonder, hein, tout ce nouveau terrain de jeu qui venait en fait de se manifester après la chute du communisme. Donc ça a donné ce qu'on appelle le phénomène des révolutions colorées. Tel qu'on a pu le voir par exemple en ex-Yougoslavie, hein, avec donc la chute de Milosevic, et aussi donc en Ukraine avec donc la révolution orange de 2004-2005, qui s'est réalisée là pour le coup sans faire de mort, hein. C'est plusieurs semaines de manifestations qui ont abouti à annuler le résultat des élections présidentielles, pour faire un troisième tour, hein, comme on dit. Et là, comme par miracle, le résultat était différent. Donc, ensuite, 5 ans plus tard, hein, finalement, alors donc, c'était, les deux candidats, c'était un certain Yanukovych et un certain Yushchenko. Donc, Yanukovych gagne les élections. Donc Soros, la CIA, lance une révolution colorée, la révolution orange, plusieurs semaines de manifestations, plusieurs semaines aussi de provocations, alors qu'ils ne sont pas allés jusqu'à faire des morts, mais parce qu'en fait, il y a des méthodes de révolution non violente, hein, qui ont été théorisées notamment par un chercheur en sciences sociales qui s'appelle Gene Sharp, G-E-N-E, hein, comme Gene, Sharp, S-H-A-R-P, qui a beaucoup travaillé donc, sur ces questions. C'est comment renverser un régime tranquillement, en quelque sorte, sans faire de mort. Il faut que le régime soit faible, hein, évidemment, parce que en fait, c'est juste des intuitions, c'est juste tous les principes, hein, quand on lit son livre, finalement, c'est un peu ce que les Gilets jaunes sont en train de faire depuis plusieurs mois. Le problème, c'est que ça dure depuis des mois, hein. Quand les régimes sont faibles, en l'espace de quelques semaines, le régime tombe. Et il se trouve que les régimes des années 90, 2000, dans les ex-pays du bloc communiste, étaient particulièrement faibles, particulièrement corrompus, et particulièrement faciles à acheter, en réalité. Donc en fait, le régime se trouvait pris en tenaille entre effectivement des techniques de révolution non violentes, entre guillemets, parce que en ex-Yougoslavie, il y a quand même eu des bombardements de l'OTAN pour aider un peu, donc c'est pas si non violent que ça. Et puis effectivement, tout un état profond, des députés, des généraux, des militaires, des hauts fonctionnaires qui étaient achetés, hein, qui ont comme ça ont pris en tenaille le gouvernement ukrainien, et qui ont poussé en fait à ce que le résultat des présidentielles de 2004 soit annulé et pour être rejoué au bénéfice du perdant. C'est pour ça qu'il y avait BHL, il y avait tous ces qui étaient là-bas. Oui, alors ça c'était en 2014. En 2014. Parce qu'en fait il y a eu 2 révolutions à 10 ans d'intervalle en Ukraine. La plus récente, effectivement, qui reste dans les mémoires, c'est celle où effectivement Bernard-Henri Lévy est venu effectivement sur le podium, qui avait été installé sur la grande place centrale de Kiev, dite Maïdan, mais Maïdan en fait ça veut dire place. Donc en fait le nom c'est la place de l'indépendance. Mais on abrège en Maïdan, voilà, ça va plus vite. Donc les événements m'ont inspiré ce livre. Donc Retour sur Maïdan, la guerre hybride de l'OTAN. Donc j'ai fait une recherche, hein, que j'ai essayé de faire exhaustive, en fait, sur le phénomène de la révolution colorée,
en m'inspirant essentiellement de ce qui était en train de se passer sous notre nez, en quelque sorte, sous nos yeux, en Ukraine, depuis la fin 2013. Mais maintenant, ils viennent de changer de président. Voilà. Donc là, on est dans les conséquences ultimes de toute cette, de cet hybride, en quelque sorte, qui est en train de se mettre en place dans ce pays. C'est-à-dire, en fait, un mélange de néofascisme et de libéralisme gauchisant, avec un président, un comédien, qui a aucune expérience, qui est entièrement, alors qui est juif en fait, de religion, et qui est sponsorisé par un oligarque juif, qui par ailleurs sponsorise des bataillons punitifs néo-nazis. Ses enfants sont baptisés, paraît-il. Ah, c'est possible, oui. Pour faire plaisir à tout le monde. Oui, voilà, bon. Donc là on voit bien en fait que c'est vraiment le candidat complètement fabriqué qui disposait d'un potentiel de sympathie populaire parce qu'il est passé à la télé et puis c'est tout quoi. Enfin, je veux dire. Alors moi je regardais ça un petit peu avant les élections, là on voyait que jusqu'en février c'était Yulia Tymoshenko qui était en tête des sondages. Donc c'est la fameuse blonde là, avec sa tresse qui s'est fait connaître en Occident justement pendant la première révolution de 2004-2005, dite révolution orange. Le vote rationnel devait conduire à ce qu'elle gagne. Enfin, je veux dire, parce que Poroshenko, en général, le sortant en général n'est pas reconduit quand la population n'est pas contente. Bon, Zelensky, là, ce comédien, c'est pas du tout sérieux. Quand on regarde, qu'est-ce qu'il y a ? On sait que Tymoshenko, c'est une gestionnaire avant toute chose. Elle est connue, logiquement, c'est elle qui devait l'emporter. Jusqu'en février, elle était en tête des sondages. À partir de fin février, elle a commencé à piquer complètement du nez. Et Poroshenko est même passé devant, puisque Tymoshenko n'était même pas au deuxième tour. Ce qui est proprement ahurissant. Donc là, il faut vraiment envisager, justement, là aussi des techniques d'ingénierie sociale, c'est-à-dire de transformation de l'opinion publique, c'est-à-dire en fait des faux sondages, qui par effet de prophétie autoréalisatrice, peuvent ensuite passer dans le réel. Donc ça, il faut envisager ça, il faut envisager des bourrages d'urnes. Enfin, en fait, il n'y a pas à les envisager puisqu'ils ont été démontrés. Il y a des vidéos, on a vu en fait qu'il y avait des gens qui appliquaient la technique du carrousel, qui consistait en fait à se prêter les papiers d'un bureau de vote à l'autre. Ils sont tellement anti-russes qu'ils seraient capables de faire n'importe quoi, les Ukrainiens. Alors oui et non, parce que en fait, les anti-russes, c'est vraiment une toute petite minorité. C'est les bataillons néo-nazis qui sont en fait pas du tout représentatifs de la société. Anti-Poutine même maintenant. Oui, mais l'Ukrainien moyen s'en fiche totalement. L'Ukrainien moyen, il veut vivre normalement. Il est pas du tout, il est pas anti-Poutine. En fait, il s'en fiche quoi. Enfin, en fait, l'Ukrainien moyen dit on n'est pas russe, donc voilà. Mais l'Ukrainien moyen, c'est pas ce qu'il veut en fait. En général, l'Ukrainien moyen, il se plaint de la Russie, quoi qu'elle fasse. En fait, quand la Russie s'occupe de l'Ukraine, ah bah oui, mais non, on n'a pas besoin d'être sous tutelle de Moscou. Et quand la Russie laisse l'Ukraine à son sort, comme c'est le cas actuellement, ils se plaignent aussi. Ouais, mais ils se souviennent tellement de ce qu'ils ont subi en 33-34, les famines organisées par Trotsky et Lénine. Quand même, il y a eu 4 ou 5 millions de morts. Oui, alors on ne sait pas si c'était vraiment organisé, parce qu'il y a quand même une querelle des historiens sur ce débat, sur ce point d'histoire. C'est-à-dire qu'en fait... pas mal d'Ukrainiens, ils ont eu pas mal de familles, c'est les koulaks. C'était les koulaks qui étaient pourtant communistes. Les communistes, et c'est eux qu'on a affamés pour prendre leurs terres. Oui, alors en fait, parce que y a une combinaison de facteurs. C'est-à-dire que il y a eu déjà des raisons climatiques. C'est-à-dire que il faisait et puis peut-être une mauvaise gestion, effectivement. Mais si vous voulez, les famines n'étaient pas qu'en Ukraine. Il y a eu des famines en Russie, au Kazakhstan. Mais il y a eu quand même 3 millions. Il n'avait même plus le droit. On laisse la conférence et on interviendra après sur des questions. Là, de toute façon, je suis sur la fin. Donc, je vais vous lire un petit passage là, en fait, qui est très représentatif de la manière, de la méthodologie de la révolution colorée, c'était en fait une description
par le général Léonid Ivachov dans un entretien à la télévision libanaise où il expliquait... alors ensuite, il y a un article, le Hezbollah sur son site Al-Manar a fait un article pour résumer cette intervention d'un général russe sur la méthode appliquée notamment en Ukraine, mais aussi en Syrie, mais aussi en Libye et partout où en fait les fauteurs de guerre ou les fauteurs de révolution décident de poser leurs valises. Donc je vais vous lire ça. Donc c'était le 18 juin 2014, le général Léonid Ivachov, ancien commandant en chef des forces armées russes et vice-président de l'Académie des affaires géopolitiques, émettait des remarques semblables en entretien télévisé à propos de la Syrie et du crescendo de violence qui a embrasé ce pays à partir de 2011. Donc le site du Hezbollah résumait l'analyse ainsi. Donc d'abord, premier point, créer la contestation. Donc le premier point consiste à former des groupes d'opposition au pouvoir en mettant en exergue les lacunes qui entachent le pouvoir, mais des lacunes que l'on peut trouver partout ailleurs. Donc il s'agit en fait de toujours montrer la bouteille à moitié vide, le verre à moitié vide, plutôt que de montrer le verre à moitié plein. Et ça, on peut le faire tout le temps. Ça, c'est aussi d'ailleurs une méthode, une technique journalistique. En fait, si vous voulez détruire, par exemple, le maire d'une municipalité, en fait, vous ne parlez que des points négatifs de sa gestion, ou les chiens écrasés, etc. Vous insistez là-dessus, et jamais les points positifs. Ensuite, dans cette étape, il s'agit de rassembler les voix dissonantes et mécontentes qui sinon resteraient dispersées, et surtout de les organiser dans des groupes. Ensuite, deuxième point, descendre dans les rues. La deuxième étape consiste à préparer le mouvement de contestation en choisissant d'abord des chefs parmi les plus actifs et les plus perspicaces. Leur rôle consistera à faire descendre les gens dans les rues. Il a été question que des sommes d'argent leur étaient offertes en échange de leur participation. Bon, évidemment, quand vous avez des gros moyens, comme un financier, un banquier comme Georges Soros, vous pouvez payer des manifestants. Ça, c'est parfaitement documenté en Ukraine. Et donc, il faisait venir des gens, même d'autres villes, en fait, qui étaient ramenés en car, qui étaient payés pour venir manifester à la capitale. Donc voilà. Ensuite, il faut tirer sur les deux camps. Alors tirer, ça peut être métaphorique, mais ça peut être aussi à balles réelles. La troisième étape, donc selon l'expert russe, elle consiste à provoquer une escalade sécuritaire en ouvrant le feu aussi bien sur les manifestants que sur les forces de l'ordre durant les rassemblements. Donc comme ça s'est passé au Venezuela en 2002, dans un coup d'État organisé par la CIA et des agents locaux de l'opposition pour renverser Hugo Chavez à l'époque. Donc des snipers sont recrutés, donc des tireurs d'élite placés sur les toits, etc., sont recrutés pour cette mission, explique Ivachov, qui explique qu'elle vise à accuser les forces de l'ordre, en l'occurrence syriennes dans l'exemple qu'il commentait, et d'user de moyens de répression violente, justifier le recours aux armes. Ensuite, la militarisation, c'est la troisième phase, qui permet ensuite même de passer à la quatrième, celle de la militarisation du mouvement de protestation, et on crée des groupuscules paramilitaires, donc avec tout un trafic d'armes organisé. Donc en Syrie, ça a pris le nom de Timber Sycomore, donc et ça c'est parfaitement documenté, c'est donc la CIA et la France qui ont participé à ce trafic d'armes à destination des groupes paramilitaires, indistinctement Daesh, Al-Nosra ou l'armée syrienne libre, qu'on appelait les fameux rebelles modérés, mais qui passaient, qui en fait pouvaient pas parfaitement du jour au lendemain se laisser pousser la barbe et devenir des djihadistes. Alors, en fait, comment fait-on pour faire descendre les gens dans la rue, parce que ça, c'est la base, en fait, si les gens ne descendent pas dans la rue. Alors, effectivement, on peut attendre une aggravation de la situation économique, mais on peut aussi prendre en quelque sorte, fabriquer l'opinion publique, fabriquer la contestation. Dans tous les cas, c'est une question qui, en fait, bon, si vous voulez, il faut considérer le langage, il faut considérer même l'humain comme un objet dont on va prendre le contrôle. Ça rejoint en fait l'approche cybernétique dont je vous parlais tout à l'heure, et ça consiste même à considérer la culture et l'identité, pour paraphraser le nom de l'association invitante. Ça consiste à considérer l'identité et la culture comme un objet également, comme un objet qu'on peut modéliser et dont on peut schématiser. Modéliser, ça veut dire schématiser, pour éventuellement le réécrire et le restructurer.
pour ensuite provoquer à l'intérieur en fait, de cette identité. Alors ça, c'est des mécanismes que je décris, hein, parce que j'ai trouvé des sources, notamment parmi en fait, des chercheurs en sciences sociales qui travaillent pour le Pentagone ou pour la CIA, donc toute une méthodologie hein, de type ingénierie sociale, consistant en fait à chercher par exemple les facteurs potentiels de division dans les groupes. Vous voyez, pour ensuite effectivement en fait les maximiser, les optimiser pour pousser hein, un groupe relativement homogène à éclater en deux groupes. Hein, c'est tout un travail sur en fait de type comment dire, qui consiste en fait à travailler sur l'entropie et l'anégantropie. L'anégantropie, c'est-à-dire qui sont des tendances naturelles, hein, toutes les tendances de comment dire ça, à la les tendances à l'éclatement, il y a un terme, je l'ai sur le bout de la langue. Centrifuge. Voilà, centrifuge et centripète. Voilà. En fait, tout groupe à l'état naturel est traversé de tendances centrifuges et centripètes, donc anthropiques ou néganthropiques. Il se trouve qu'il est possible de prendre le contrôle hein, de ces tendances de type énergétique, hein, de ces tendances naturelles, pour les optimiser, pour les augmenter en fait, artificiellement. Et donc il y a des gens qui travaillent à ça, en fait, qui font en fait une espèce d'audit, hein, un état des lieux de ces points faibles en quelque sorte dans telle nation, dans tel groupe religieux, et qui ensuite appuient dessus tant qu'ils peuvent pour justement aller dans le sens de l'éclatement du groupe, ou au contraire dans le sens de la recombinaison en créant en fait des alliances parfaitement contre nature. Comme on le voit, comme on l'a vu justement en Ukraine, où en fait on a vu une alliance contre nature constituée en fait de gauchistes LGBT associés à des néo-nazis et à des islamistes, tous contre Poutine. Voilà, parce que, ça c'est le coup de génie là, de Carl Schmitt, hein, c'est-à-dire que le premier geste politique, ça consiste à désigner l'ennemi. Ce qui permet de recombiner, de créer en fait des alliances parfaitement bizarroïdes sur la base en fait de la désignation d'un ennemi commun. Vous supprimez l'ennemi commun, hein, ces trois groupes là que je viens de dire, que je viens de dénoncer, la gauchiste LGBT plus néo-nazi plus islamiste, chacun reprend son chemin de son côté, voire même ils s'entretuent. Mais ce qui fait la colle, c'est la désignation de l'ennemi commun. Donc là, en fait, c'est vraiment là, on est vraiment au cœur de l'ingénierie sociale. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, on fait monter les relations de confiance entre des groupes que tout divise, en faisant monter la méfiance hein, par rapport à une cible désignée. Vous voyez, ça ressemble beaucoup à ce que nous vivons aussi en France, hein, où on voit bien que en fait, les relations de confiance, d'indifférence et de méfiance sont travaillées par les médias hein, pour, à volonté, produire hein, des effets de division de la société, sachant qu'elle est déjà divisée, à cause de l'immigration notamment. Mais on pourrait travailler en fait, justement à unifier, à travailler plutôt qu'à essayer de faire une unité de cette multitude. Là, manifestement, en fait, c'est pas du tout dans ce sens-là que le pouvoir travaille. Donc il s'agit en fait voilà, donc là je vais sur ma dernière partie, c'est finalement la question que en fait je vais vous demander de vous mettre à la place de George Soros et de vous poser une question finalement toute simple, c'est comment réaliser une révolution colorée, hein, c'est-à-dire en fait imaginez que vous voulez faire tomber le gouvernement d'un pays, voire faire tomber carrément l'État, hein, vous allez devoir provoquer donc une révolution, un putsch, un coup d'État, évidemment vous n'y arriverez pas seul. Donc pour réaliser une révolution, il est nécessaire de faire descendre les gens dans la rue pour les pousser à renverser le gouvernement, donc pour les pousser à se battre, ou au minimum à prendre des risques pour vous. Puisque votre objectif, par exemple, c'est de renverser ce président ukrainien qui s'appelle Yanukovych et qui est, paraît-il, pro-russe. Vous êtes George Soros, vous êtes dans votre bureau de Wall Street, hein, vous ne pouvez pas le faire seul. Donc votre objectif sera de faire descendre les Ukrainiens dans la rue pour faire le boulot à votre place.
Donc en fait, c'est toute la question des supplétifs, hein, des forces de procuration, qui est centrale aujourd'hui. Hein, c'est ce qu'on appelle la guerre hybride. Les guerres, elles ne se font plus directement, elles se font indirectement, en passant par des forces de procuration. Les forces de procuration, par exemple, d'Israël en Syrie, c'est les djihadistes, c'est les rebelles modérés, c'est enfin tous les paramilitaires qui essayent de renverser Bachar el-Assad depuis 2011. Les forces de procuration de la CIA en Ukraine, c'est donc, ça peut être les gauchistes LGBT, les islamistes ou les néo-nazis. Voilà, mais peu importe, en fait, en réalité, l'idéologie, la culture, l'identité n'ont plus aucune importance. C'est là où je voulais en venir, hein. C'est-à-dire que, à rebours de la morale kantienne, hein, évidemment, qui consiste en fait à considérer autrui comme une fin et jamais comme un moyen, si vous voulez provoquer une révolution dans un pays lointain, il va falloir que vous considériez sa population vraiment comme un moyen. Voilà, et c'est tout. À partir de là, tout ce qui compte, c'est de faire descendre les gens dans la rue, de les pousser à se battre pour vous, à prendre des risques, à mourir pour vous. S'il le faut, parce qu'au-delà du coup d'État, hein, on peut aller jusqu'à la guerre, pourquoi pas. Après tout, si vous avez les moyens hein, de provoquer un putsch, après tout, la guerre, hein, c'est pas très différent finalement. Enfin, je veux dire, c'est à peine plus loin en fait, hein, en termes de travail, en termes d'efforts. Et la question, c'est donc détecter le potentiel de conflit social, hein, détecter la question qui se pose à vous, c'est ça, comment détecter en fait le potentiel de tension sociale, hein, et surtout détecter les profils psychosociaux qui sont prêts à se battre. Donc plutôt des hommes jeunes, hein, pleins de testostérone, avec des pulsions d'agressivité, et parce que c'est eux qui iront plus facilement au contact de votre ennemi, hein, après les avoir convaincus qu'il s'agissait aussi de leur ennemi. C'est tout le travail qui se pose à vous. Et donc cela consiste en fait à adopter une approche en gros qui s'appelle la psychologie du conditionnement, hein, puisque vous allez devoir traiter des humains hein, comme des souris de laboratoire, hein, provoquer des réflexes conditionnés. La nature des idées qui vont vous mouvoir, hein, je suis Georges Soros, hein, voilà, et je veux provoquer un putsch dans un pays lointain. Et donc la nature des idées qui vont vous faire descendre dans la rue, mais totalement indifférente. Pour créer un effet de masse, hein, j'aurais besoin de coaguler des groupes sociaux de diverses tendances idéologiques, hein, parfois antinomiques, et voire franchement ennemis sur le papier. Hein, comme je disais, hein, il va falloir faire coaguler de l'extrême droite, de l'extrême gauche, des religieux qui peuvent se haïr mutuellement. Je m'en fous de tout ça, c'est pas mon problème. Ma seule chose qui m'intéresse, moi, dans cette ingénierie des groupes humains, c'est d'associer des groupes avec un objectif commun, celui de faire tomber mon ennemi, en l'occurrence le président au pouvoir, voire le régime complet. Et à ce niveau-là, les idées n'ont aucune autonomie par rapport à celui qui les maîtrise. C'est-à-dire qu'en fait, si je prends le contrôle de vos idées, c'est bon, c'est réglé. Le sujet est considéré comme un objet, hein, ici, et la parole est traitée comme une sorte de signal électrique, et non comme l'expression d'une sensibilité. Donc en fait, votre intériorité ne m'intéresse plus. Tout ce qui m'intéresse, c'est comment vous allez, comment je vais vous faire bouger, en quelque sorte. Enfin, c'est comme si vous étiez mort, en fait. Mon but, c'est de vous faire bouger en considérant que vous êtes déjà mort, en quelque sorte, mais que je vais vous animer avec des stimuli. Et, des stimuli qui seront des mots-clés que je vais prononcer. Que je vais prononcer en passant par les médias, hein, et qui vont en quelque sorte vous orienter dans telle ou telle direction. Donc là, on arrive sur la question des sciences du comportement, le behaviorisme, hein, le comportementalisme, qui en fait réduit l'humain à son extériorité en quelque sorte. Hein, tout ce qu'on appelle l'intériorité n'existe plus. C'est-à-dire que le présupposé méthodologique de base du comportementalisme, c'est que l'intériorité n'est qu'une partie de l'extériorité. Donc oui, c'est vrai, l'intériorité existe, mais c'est une partie d'une extériorité générale. Vos idées ne m'intéressent que dans la mesure où je peux en prendre le contrôle pour prendre le contrôle de votre comportement. Donc vos idées ne m'intéressent que dans la mesure où elles mettent votre corps en action, en mouvement. Alors quand je dis vos idées, ça peut être vos identités, enfin vos identifications, vos systèmes d'identification, votre culture. Et donc je peux être en mesure, je vais tenir un discours qui va vous plaire en quelque sorte, c'est-à-dire que je vais tenir un discours qui va vous mettre en mouvement sans forcément y croire.
Mais c'est ça la psychologie du conditionnement. Enfin, c'est de la séduction, c'est de la drague, quoi. Je vais tout simplement simuler que je suis votre ami et bon, c'est ce que Bernard-Henri Lévy a fait en venant à la tribune de Maïdan, hein, en faisant croire au public rassemblé devant lui qu'il les soutenait. En fait, il n'en a strictement rien à cirer. Tout ce qu'il veut, lui, à l'époque, c'était faire tomber Yanukovych. Et ensuite, il a eu cette phrase révélatrice, hein, c'est « Je crois que nous pouvons faire à Poutine ce que nous avons fait à Yanukovych ». Et là, il a tout dit. C'est-à-dire, en fait, dans un deuxième temps, attaquer la Russie, provoquer une révolution en Russie et faire tomber Poutine. Donc, la face intérieure de l'idée, hein, ou de l'identité, hein, de votre culture, ouais, en fait, ne m'intéresse pas. Je ne considère que sa partie visible et comment elle agit sur vous. Hein, voilà. Alors, et qu'est-ce que ça donne concrètement? Parce que, en fait, ces groupes, hein, nationalistes, ethniques, blancs, etc., sont entièrement encadrés, hein, par des oligarques juifs, notamment Soros, et qui travaillent sur une espèce d'alchimie, hein, des identités et des cultures, comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire sur une ingénierie sociale pour modifier, hein, le logiciel et la culture et le comportement, donc, hein, de ces bataillons dits néo-nazis, hein, ou nationalistes ethniques. Ce qui donne quelque chose de parfaitement surréaliste à la fin, comme je vais vous montrer, c'est-à-dire en fait, parce que bon, en fait, nous sommes dans la création d'un hybride entre le logiciel d'un Soros, qui est LGBT immigration,iste, et le logiciel de ces groupes nationalistes et ethniques qui, en théorie, est plutôt conservateur, hein, traditionnaliste, et qui s'oppose normalement, radicalement, à Soros. Mais c'est là où on est vraiment dans quelque chose d'absolument fascinant, c'est que ni Soros ne vise ces bataillons nationalistes ethniques qui normalement sont ses ennemis, il n'en parle jamais, et ces bataillons nationalistes ethniques blancs ne parlent jamais des oligarques juifs qui arrosent le pays, enfin, ou du moins qui en prennent le contrôle. Qui en prennent le contrôle pour faire quoi? Pour faire monter le LGBT et l'immigrationnisme. Donc on est en fait dans une espèce de structure mentale totalement clivée, hein, totalement schizophrénique, où en fait vous avez coexistence au sein d'un même espace politique, de gens qui normalement devraient se faire la guerre à mort, mais qui parviennent à s'associer contre un ennemi commun, qui est la Russie de Poutine, avec des traits d'union. Sachant que tout ça est piloté par l'OTAN, fondamentalement, hein, c'est-à-dire que l'OTAN aujourd'hui, c'est vraiment le premier soutien politique et militaire du LGBT et l'immigrationnisme. C'est-à-dire que quand on lit les dernières déclarations depuis quelques années là, du secrétaire général ou de ses aides de camp, on assiste sous nos yeux à un véritable travail d'ingénierie sociale, c'est-à-dire en fait d'alchimie des identités, d'alchimie des cultures, d'alchimie politique, qui consiste en fait à associer des choses qui normalement s'excluent. Alors en fait, dans la mesure où en fait cette hybridation du LGBT et du monde militaire est soutenue par l'OTAN, en fait, bon, moi je pense qu'il y a une vision ésotérique, une vision occultiste derrière ça, hein, qui consiste à réaliser en fait ce qu'on appelle l'androgyne alchimique. C'est en fait Mars et Vénus dans le même corps. C'est aller au-delà de la division des sexes, hein, pour aller vers une création d'une humanité indifférenciée. Un nouveau genre. Oui. Et c'est l'indifférenciation en fait qui est recherchée. C'est-à-dire l'abolition des limites, l'abolition des frontières, l'abolition des genres, et en fait et ça va jusqu'à abolir donc la différence entre le monde militaire, hein, qui est plutôt un monde masculin, quoi, mais qui là en fait est travaillé de l'intérieur pour être adapté, hein, à cette vision sorosienne, immigrationniste et LGBT. Mais sachant que le but final, c'est quand même d'être adapté au marché, en fait, que tout le monde soit transparent, qu'il n'y ait pas de résistance au marché, si je comprends. En fait, je pense que même le marché, il s'en fiche. Enfin, par exemple, Soros est le théoricien d'une théorie, justement, d'une approche économique, qui est proche de l'économie comportementale, qu'il appelle la réflexivité. En fait, il dit quelque chose qui est soutenu aussi par l'économie comportementale. En fait, ça consiste à dire qu'en réalité, l'économie, c'est de la psychologie et rien d'autre.
C'est un certain Kahneman, qui est israélien, qui a inventé ça, qui a juste décrit en fait ce qui se passait. C'est que, et Soros confirme, c'est-à-dire que la réflexivité, c'est que votre perception de la réalité influence la réalité qui, elle, en retour, influence votre perception. Voilà, donc et en fait, ce que dit Soros, c'est que le marché n'a pas de loi intrinsèque. Le marché, c'est ce que vous en percevez et c'est ce que vous en faites, et rien d'autre. Et que, donc c'est pour ça qu'en réalité, on sait que l'argent se crée ex nihilo, hein, mais les profits aussi, à ce stade. Donc en fait, la question n'est plus de faire des bénéfices. C'est plus ça maintenant, parce que l'argent, voilà, vous le créez à partir de rien. Non, le but, il est vraiment idéologique, il est vraiment ésotérique. Je pense qu'il s'agit vraiment de mettre sur pied l'androgyne alchimique, et voire même carrément le Baphomet, hein, la créature indifférenciée, masculin-féminin, mais aussi homme-animal. Je pense que c'est vers ça qu'on va. C'est quand même un plus dans le monde de la consommation. Un militaire qui s'épile et qui achète des crèves de soie, c'est excellent. Mais ça, je dirais, c'est un bénéfice collatéral. C'est même pas ça que je cherchais. Non, bien sûr, c'est encore plus pervers. Enfin bon. Il n'a pas le droit d'aller en Hongrie sans bracelet électronique. Hein. Soros. Oui, non, mais il est persona non grata, si je me souviens bien. Enfin, il est interdit de territoire, quoi. Et il est interdit de territoire en Hongrie, certainement, et aussi en Russie. En Russie. C'est ça qu'on va leur faire parce que l'Union européenne a sévèrement rabroué la Hongrie pour avoir justement interdit les universités Soros en Hongrie. C'est là qu'on voit que la Commission européenne. Mais vous qui connaissez bien l'Ukraine, quelle est la proportion de pro-européens dans cette Ukraine? Parce que moi j'ai une belle sœur ukrainienne qui n'a comme idéal que l'Europe. Détestation profonde de Poutine. Ils sont tous comme ça. Mais bon, si c'était vraiment si important que ça, bon, ils auraient voté pour Poroshenko. Voilà, qui lui était favorable. Qui lui s'est positionné clairement dans la continuation de la guerre et de la menace, des menaces contre la Russie. Je pense qu'en fait, en gros, l'Ukrainien moyen, il a le nez dans le guidon et il veut juste survivre. Et manger, vivre. Voilà. Mais voilà. Ce que vous disiez là tout à l'heure, c'est un conglomérat de minorités un peu contre nature, on va dire, où fait penser quand même un peu à Terra Nova. Oui. Alors là, de toute façon, par contre, le Parti Socialiste, avec le mariage pour tous, a complètement raté l'intégration avec le monde musulman, par exemple. Oui et non, parce qu'en fait, ils prennent leur temps, mais ça se fait. Par exemple, l'UNEF, qui est un syndicat complètement sous tutelle du Parti Socialiste, et pro-LGBT, pro-mariage homo. Par exemple, récemment, avait sa secrétaire pour l'Île-de-France qui a décidé, qui est musulmane, qui a décidé de porter le voile. Donc tout de suite, il y a eu des attaques dans les médias. Elle a répondu en écriture inclusive. Et aller à l'UNEF, c'est un syndicat officiellement pro-LGBT, pro-mariage homo, et apparemment ça ne lui pose aucun problème en tant que musulmane. Donc cette hybridation, de toute façon, va se faire. Alors si vous voulez, il y a des musulmans qui ne voudront en aucun cas accepter cette dégénérescence des mœurs, mais il y a toute une partie des musulmans qui vont l'accepter sans aucun problème. Et c'est comme ça dans tous les milieux. Et c'est pour ça que les identités ont une partie plastique. Enfin, je veux dire, les groupes sociologiques, les groupes identitaires en quelque sorte au sens général du terme, il y a des gens qui effectivement sont en quelque sorte impossibles à modifier, mais il y a toute une partie que l'on peut modifier comme de la pâte à modeler. Je veux dire, il ne faut pas s'imaginer que les musulmans sont tous rigides et fermés, fermés, c'est-à-dire fermés sur la modernité en quelque sorte. Je veux dire, ça se travaille l'islam, ça se travaille le musulman, comme le blanc, ça se travaille. En Ukraine par exemple, vous pouvez adapter du suprémaciste blanc au LGBT. Vous pouvez adapter du nationaliste ethnique, ukrainien, à l'immigration. C'est en cours. Là, pourquoi ? Parce qu'en fait, à partir du moment où vous avez les moyens, à partir du moment où vous contrôlez le Parlement ukrainien, vous faites ce que vous voulez. Je veux dire, le meilleur exemple de ça, c'est Andriy Paroubi, qui actuellement est le porte-parole,
président de l'Assemblée, enfin la Rada, quoi, le Parlement ukrainien, qui, lui, alors il avait des contacts d'ailleurs avec le Front National à une époque, il y avait des photos où il était, des photos avec Jean-Marie Le Pen, etc. Ah oui, j'ai vu. Dans les années 90, bon, voilà, il levait le bras droit, etc. Aujourd'hui, c'est lui qui fait passer les lois LGBT. Voilà. Et alors on va se dire, oui, mais il a évolué. Il était autant sincèrement nationaliste, ethnique dans les années 90, et maintenant, par opportunisme, par carriérisme, il a dégénéré. En fait, pas du tout. L'an dernier, il faisait des déclarations admiratives de Hitler sur les plateaux de télé. Oui, je vous assure. J'ai la source, j'ai la vidéo, j'ai tout. Enfin, bon, moi, je fais vraiment une veille informationnelle là-dessus. Donc cet individu, finalement, n'a pas changé du tout. Simplement, en fait, il a, en quelque sorte, agrandi ses compétences, on pourrait dire, enfin, du moins son champ idéologique. C'est-à-dire qu'il est toujours tout aussi pro-hitlérien, enfin, admiratif du nazisme qu'avant. Simplement, maintenant, il est en plus immigrationniste et pro-LGBT. C'est de la folie en fait, dans le même homme, et ça, ce type-là n'est pas seul. Pendant l'Euromaïdan, pendant donc ce coup d'État, il travaillait avec une militante lesbienne bien connue en Ukraine qui s'appelle Sofia Lapina, qui travaillait à organiser les groupes de bataille de rue, de combat de rue, main dans la main avec Andriy Paroubi. Donc là, il y a des liens qui se sont créés. Donc en fait, finalement, on est dans un phénomène assez étrange. En fait, c'est-à-dire que rien n'est exclusif. Vous voyez, enfin, pour quelqu'un comme Paroubi, l'admiration qu'il a pour Adolf Hitler, où c'était sur un plateau de télé, il disait, oui, un des grands promoteurs de la démocratie, quand même, dans les années 30, c'était Adolf Hitler. Oui, non, mais c'est comme ça qu'il s'exprime. Alors, sur le plateau de télé, donc en plus, le présentateur sourit, donc il approuve. Dans la salle, on entend un brouhaha, mais l'émission continue. Et en fait, ça a provoqué un peu de scandale en Ukraine, en Russie évidemment, mais chez nous, rien, zéro. Je veux dire, imaginez Viktor Orban, ou en fait le président du Parlement hongrois qui aurait dit ça. Le lendemain, le jour même, dans la seconde qui suivait, vous aviez tous les trolls payés par George Soros qui le descendaient, voilà, qui le massacraient sur Internet et ensuite dans les journaux télévisés. Il ne faut pas oublier quand il a été élu en 1933, Hitler il a été aussi... Non, quand il a été élu en 1933... 33, oui, janvier 33. Eh bien, il a été aidé, aussitôt les Américains l'ont aidé. Oui, non, mais enfin, de toute façon, je veux dire, les Américains mettent leur nez partout. Donc, ils l'ont aidé, ils ont installé des industries chez lui. Mais c'est qu'en fait que tout est compatible. Aujourd'hui, le mondialisme, c'est ça, tout est compatible, plus rien ne s'exclut. C'est un peu effrayant, quand même, ce que vous avez dit. J'espère. Mon but, c'est de vous effrayer, quoi. C'est de vous...